Bonjour et bienvenue pour ce 11e Hello Talk, le dernier de la saison, le dernier avant Noël. Merci encore de nous accueillir ici dans les locaux et merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne YouTube pour regarder les fameux Hello Talk. Je nous présente Nicolas Gélac, Rémi Gerja. Nous sommes tous les deux développeurs web et auteurs amateurs sur notre passe-temps. Et aujourd'hui, nous allons essayer de vous présenter, de vous expliquer comment on écrit un roman en partant de l'idée, simplement une idée, pour aller jusqu'à la publication. Et donc, pour vous présenter ça, nous allons surtout prendre deux exemples concrets de personnes que nous avons imaginées, qui sont principalement Monsieur Martin, qui est un auteur amateur, qui écrit pour la première fois, et qui va écrire son roman d'une traite, mais évidemment, il va avoir des problèmes, etc. Et une auteure plus professionnelle, qui travaille pour une maison d'édition, qui elle est maniaque de la préparation, et qui va tout découper, tout préparer tout le temps. Ensuite, nous vous ferons un petit topo sur comment on diffuse un livre, avant de vous présenter toutes ces personnes dont on ne parle pas d'habitude dans l'édition. Donc, on va commencer par Monsieur Martin, qui représente pour nous le fantasme du romancier. En gros, qu'est-ce que c'est? Monsieur Martin, c'est un cadre supérieur dans une grande entreprise. Il a une idée géniale de livre, mais il n'a aucune expérience dans la littérature et dans l'écrit de littérature. Et en gros, Monsieur Martin, pour nous, représente un peu cette vision qu'on a tous de l'écriture, c'est-à-dire ce côté un peu inné, naturel, qu'on devrait tous savoir, parce que ça fait la nuit des temps qu'on le fait. Et aujourd'hui, sous toutes ces formes, ça fait des millénaires que l'homme essaye d'écrire son histoire à travers aussi bien des peintures que des écrits de plus en plus complexes, que ce soit de la science ou de la métaphysique, voire de la philosophie. Et c'est un peu l'image que se fait Monsieur Martin, finalement, de l'écriture. C'est se dit, j'ai une idée géniale, ça fait la nuit des temps qu'on écrit. A priori, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés, finalement, à moi-même écrire mon livre pour laisser un message et rentrer dans l'histoire de l'homme. Le problème, c'est que M. Martin participe à une grande tradition française qui implique qu'a priori, un Français sur 6 écrit déjà un manuscrit ou a écrit un manuscrit. Donc, il est plus ou moins rassuré par cette idée, il n'est pas tout seul, en fait. Mais, comme 100% des auteurs, il va être confronté à la fameuse page blanche. Pourquoi? Parce que M. Martin, il avait une belle idée, et il s'est dit, vas-y, allons-y, gamin, je vais commencer à écrire, c'est forcément inné, c'est forcément facile, et comme beaucoup d'auteurs, il se retrouve face à cette page blanche sur laquelle il ne sait pas quoi écrire, en fait, simplement. Est-ce que c'est un manque d'imagination? Est-ce que c'est un manque d'inspiration? Est-ce que c'est juste un manque de méthode? Peu importe, le vrai problème de M. Martin, c'est que là, ça fait quelques mois qu'il est dessus, et c'est un message qu'on lance à tous les gens qui commencent à écrire, en fait, éviter le plus que possible le burn-out. Tout simplement parce que ça peut vous bloquer, et ça fait beaucoup d'auteurs qui arrêtent complètement, juste parce qu'ils n'arrivent pas à passer la première étape. Alors que la réalité, c'est que 100% des auteurs passe la page blanche. Tout simplement parce que chacun trouve sa méthode, en fait. Pour M. Martin, il va commencer par le paragraphe 2, plutôt que d'essayer de commencer par le paragraphe 1, et puis subitement, il va commencer à écrire, et ça va lui permettre de revenir et commencer à écrire son livre. Dans l'ensemble, on estime que la rédaction d'un premier livre prend entre 2 mois, quand on est vraiment super doué et qu'on veut faire une petite histoire, à une vie entière. Parce qu'il n'y a pas vraiment de règles, parce que quand on n'a pas l'habitude, on écrit, on avance, et M. Martin étant un cadre supérieur dans une grande entreprise, vous dites bien qu'il n'a pas vraiment le temps de le faire, ce qui fait que lui, ça va lui prendre à peu près 10 ans. Et au bout de 10 ans, il va être confronté à la tragédie de la relecture, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'on peut écrire, et une fois que c'est écrit, il n'y a plus qu'à relire et corriger les fautes. Et effectivement, c'est un des problèmes qu'on a dans la relecture, c'est effectivement corriger les fautes, que ça soit orthographique ou grammaticale, mais c'est aussi regarder la cohérence de votre livre. Est-ce que finalement, votre personnage A, qui était censé être le héros de l'histoire, est toujours le héros de l'histoire à la fin du livre? Et la dernière chose qui change le plus avec les années, c'est le style. Dans le cas de M. Martin, au bout de 10 ans d'écriture, en sachant qu'il ne savait pas écrire au départ, eh bien, le style a forcément évolué. Du coup, face à cette première lecture, il a trois options. Soit il corrige simplement les fautes, auquel cas, il est parti, il a fini, il est content. Et c'est un passionné, M. Martin, il ne va pas s'arrêter à ça. Soit il corrige les fautes et la cohérence, c'est-à-dire qu'il essaie de modifier les chapitres, essaie de vérifier et s'assurer que son héros est toujours le héros à la fin de l'histoire. Soit il réécrit complètement son histoire en se donnant une limite d'1 an pour être sûr que pendant 1 an, eh bien, finalement, son style ne va pas dériver. Parce que pour chaque auteur, la manière d'écrire évolue avec les années, avec l'expérience, parce que c'est la vie qui fait ça en fait. Et bien souvent, on essaie d'avoir une période de temps limitée pour écrire, pour justement garder un style tout au long de son écriture. Une fois qu'il a eu fini de réécrire son livre en 1 an, il a présenté son livre à Madame Martin, et Madame Martin lui a dit la chose suivante. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça veut tout et rien dire, et c'est à peu près tout ce que les auteurs ont en général quand ils le présentent à leur famille. C'est pas vraiment agressif, mais c'est pas vraiment une critique.
Pour M. Martin, ça suffira, parce que finalement, il n'y a personne à qui présenter son bouquin, il l'écrit en secret depuis 10 ans. Donc allons-y gaiement, je vais en faire, ça y est, il arrive à la fin de son truc, il veut faire un livre. Donc, pour éditer un livre, M. Martin, il est un peu comme dans tous les Français moyens, c'est-à-dire qu'il pense qu'il fait passer par une maison d'édition. Pour vous donner une petite valeur, il y a en France 1200 maisons d'édition. On estime qu'il y a un auteur sur 8 qui veut éditer son livre ou son manuscrit dans une maison d'édition. Et la tragédie de ces maisons d'édition, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un auteur sur 280 qui finira bel et bien par être édité par une maison d'édition. Pourquoi ce phénomène? Tout simplement parce que les maisons d'édition sont très strictes sur les auteurs qu'elles font rentrer, parce qu'elles ont déjà toute une panoplie d'auteurs qui travaillent déjà et qu'elles éditent déjà, et elles attendent un livre qui est parfait. Dans le cas de M. Martin, vu que c'est son premier livre, qu'il n'avait pas l'expérience, il a envoyé son livre comme tel quel le manuscrit, et ce manuscrit est arrivé sur un petit bureau, s'empilant sous les 280 autres auteurs qui ont envoyé leur manuscrit dans la même période. Et en tout et pour tout, M. Martin, au bout de quelques mois de tentative, va ne recevoir que 2 retours. L'un lui disant qu'il est vraiment pas fait pour écrire, et l'autre lui disant qu'il faudrait qu'il recommence, parce que c'est pas mal, mais tout ça c'est à travailler. Le seul conseil que l'on peut donner à M. Martin et à tous les auteurs qui aujourd'hui travaillent à leur premier livre, c'est persévérer. Parce que finalement, c'est peut-être pas la deuxième itération du livre de M. Martin qui passera, mais peut-être sa troisième, sa quatrième. Donc en gros, tant que ça ne passe pas, recommencez, faites-le lire, et surtout échangez avec le maximum de gens pour avoir une idée logique et cohérente de votre livre. Maintenant, je vous ai parlé de M. Martin qui était un amateur. On va essayer de démystifier un petit peu sur quelles étaient les erreurs de M. Martin avec Madame Orwell, la démystificatrice. Alors, Madame Orwell, elle a 50 ans, elle écrit, c'est son métier d'écrire. Elle a l'habitude, elle écrit pour une maison d'édition, elle a son éditeur, elle est bien installée. Et Madame Orwell, tout ce qu'elle fait, elle le prépare à fond. Et du coup, son livre, c'est exactement la même chose. Elle va le préparer, elle va décortiquer. Dès qu'elle a une idée, elle va prendre le temps de l'affiner, elle va la regarder tranquillement, la retourner dans tous les sens, voir sous quelle approche elle veut l'étudier, avec quelle lumière, etc. Et simplement, elle va se dire, moi, cette histoire, je veux la raconter pour cette personne là-bas. Je veux que ce soit elle qui soit attachée à cette histoire. Je veux que ça lui plaise. Et du coup, une fois qu'elle a son idée, elle va commencer à définir les événements. Elle va se donner un point de départ, un point d'arrivée pour son histoire. En général, elle commence comme ça. Ensuite, elle va se dire, bon, qui je mets dans mon histoire? Quel personnage? Où ça se passe? Et après, elle va définir les pas qu'elle va faire. Elle va se créer des petits événements au sein de son histoire. Ça peut être une rencontre entre 2 personnages, au départ. Où elle se passe? Elle se passe dans les locaux d'Hello, par exemple. Et une fois qu'elle a sa trame, son contexte, ses événements, elle va commencer à écrire ces événements, elle va commencer à les décrire, elle va commencer à se servir de sa préparation pour tracer son chemin. Et simplement, Madame Orwell, pardon, comme elle est très carrée dans sa manière de faire, ce qu'elle veut faire, c'est tout simplement, au fur et à mesure qu'elle a écrit un événement, qu'elle a écrit quelque chose, elle va en parler autour d'elle. Que ce soit avec son éditeur, ou elle a un petit groupe d'auteurs avec qui elle travaille, qui connaissent tous là où elle veut en venir, etc. Et qui vont lui faire des retours au fur et à mesure, qui vont corriger son bouquin. Comme ça, elle aura nettement moins de choses à corriger une fois qu'elle aura terminé son livre. Elle aura quelque chose déjà de plus présentable. Et évidemment, une fois qu'elle a réussi à écrire tout son livre, il va falloir le présenter. Il va falloir qu'il soit joli, que quoi qu'il arrive, on puisse accrocher facilement le lecteur. Et pour ça, en général, on a 2 étapes. La première, c'est de définir comment on le raconte. Donc ça peut être un résumé pour le lecteur, celui qu'on a à l'arrière du livre, mais aussi un synopsis pour la maison d'édition, qui va donner toute la trame avec les intentions derrière. Et ça, les éditeurs, ils en raffolent. Et Madame Orwell, elle aime bien quand son éditeur est content. Et il y a également, après, simplement définir une couverture. Simplement, Madame Orwell, elle n'est pas du tout illustratrice, elle ne connaît rien, elle a des idées en tête, mais c'est pas du tout visuel. Du coup, elle va voir son éditeur, elle va lui demander un petit peu ce qu'elle peut faire. Et son éditeur lui répond, écoute, on a 2 options. Il faut d'abord que tu me dises à qui tu l'adresses et quel genre il essaie de combler. Alors, du coup, Madame Orwell, du tac au tac, elle lui répond, mais moi, mon livre, il vise toutes ces personnes entre 30 et 50 ans. C'est simple, moi je me base sur cette période entre 30 et 40 ans où toute notre vie change, etc. C'est ça que raconte mon histoire. Donc je vais m'adresser à ces gens. Et le genre précisément, c'est quoi? Je me base sur un point de vue sociologique, vous voyez, ce genre une approche très scientifique.
Et du coup, est-ce qu'il va lui définir une première couverture? Son éditeur va lui trouver un illustrateur ou quelqu'un, un photographe, quelqu'un qui va pouvoir lui donner une couverture. Et vous remarquez que le roman avec une couverture est quand même un peu plus parlant que le roman avec une couverture blanche. On remarquera aussi le bandeau rouge qui indique d'autres choses. Et simplement, Madame Orwell, elle sait exactement à qui elle s'adresse, elle sait où il sera rangé également en librairie son livre. Elle pourra même dire à ses amis, ah, dans la FNAC, ça sera à tel rayon. Il n'y aura aucun problème pour ça. Mais Madame Orwell, elle a cette chance d'avoir un éditeur. Comment ça se passe quand on n'en a pas? Alors quand on n'a pas d'éditeur, ou quand on souhaite diffuser en fait en général son livre, il y a une première chose qu'il faut comprendre. C'est une distinction entre la publication et l'édition. La publication, c'est dire que vous avez un manuscrit, un écrit, et vous pouvez à tout moment le diffuser sur Internet librement comme vous voulez en format PDF ou autre. Mais si vous voulez en quelque sorte officialiser le fait que ce manuscrit est un livre, eh bien il faut obtenir ce qu'on appelle un ISBN. Un ISBN, c'est un numéro international normalisé du livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre livre va peut-être reconnu à l'échelle internationale comme étant un livre et qu'on peut ranger dans une bibliothèque. C'est quelque chose qu'on obtient complètement gratuitement auprès de l'AFNIL en France, mais il y a une institution dans chaque pays. Et c'est ça qui caractérise votre manuscrit comme étant un livre, comme étant fini. Avant, ce n'est que de la publication que vous pourriez faire sur un blog ou dans un magazine ou autre. Pour obtenir cet ISBN, il y a plusieurs méthodes. La plus traditionnelle depuis plusieurs siècles, c'est la maison d'édition. Ce sont les maisons d'édition. C'est elles qui vont vous pourvoir un ISBN pour votre livre. Pour rappel, l'ISBN, c'est un numéro qu'on obtient pour chaque édition de chaque livre, quel que soit son format, qu'il soit numérique ou papier. Dans le cadre des maisons d'édition, on trouve en fait trois types de maisons d'édition. On a une maison d'édition à compte d'éditeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait la maison d'édition reçoit votre manuscrit, et si elle le trouve bien, elle va prendre en charge toutes les étapes de sa finalisation jusqu'à sa diffusion et sa publication. En gros, relecture, finalisation et publication sont à sa charge. La contrepartie, c'est que l'auteur ne touche qu'un petit pourcentage sur les prix de vente. On estime que c'est entre 5 et 10%. Et il y a malgré tout un paradoxe avec les maisons d'édition. C'est simplement que les maisons d'édition vont, en général, quand elles vont recevoir un livre, il faudra qu'il soit parfait. Alors qu'elles-mêmes publient parfois des ouvrages de leurs auteurs qui ne le sont pas. On trouve ensuite les maisons d'édition à compte d'auteur. C'est à peu près la même chose, sauf que là où la maison d'édition à compte d'éditeur prend à sa charge les frais de finalisation et de publication, le compte auteur, c'est simple, la maison d'édition a un réseau, et elle dit à l'auteur, votre bouquin est bien, et ça aurait pu être le cas pour M. Martin, il aurait pu contacter une de ces maisons d'édition-là, et la maison d'édition aurait dit, c'est simple, votre bouquin, si vous voulez l'éditer, ça va coûter une certaine somme. La contrepartie, c'est que M. Martin aurait touché un revenu à la hauteur de 10 à 40% sur les prix de vente, mais le gros problème, c'est qu'il aurait dû investir une somme relativement importante. Par exemple, chez certaines maisons d'édition à compte d'auteur, 1000 livres reviendraient à 20 000 € d'investissement pour l'auteur. Tant et si bien qu'il existe la fameuse troisième option qui consiste à dire que, pas besoin de passer par une institution existante, je vais être ma propre maison d'édition. C'est-à-dire que je vais prendre en charge la totalité des frais, je vais faire imprimer mon livre et je vais le faire distribuer. Le gros intérêt de ça, c'est qu'on a un revenu entre 70 et 95% du prix de vente en fonction de l'espace où vous le diffusez. Si vous le diffusez par exemple sur Internet sur une plateforme, le pourcentage est plus petit, la plateforme prend un pourcentage plus petit. Si vous passez par une librairie, ça va varier entre 30 et 15%. La force de ce principe-là, c'est que vous avez une liberté absolue. Le gros inconvénient, c'est que vous devez trouver tous les intermédiaires et que vous êtes en quelque sorte chef d'entreprise, là où vous ne voulez qu'être auteur à la base. Tant et si bien qu'avec la nouvelle ère du numérique, une nouvelle forme d'édition est apparue, qu'on appelle aujourd'hui l'auto-édition. Le principe de l'auto-édition, c'est plutôt que de se dire je vais rentrer faire comme l'auto-publication, je vais éditer, publier mon livre, là je vais juste aller chercher mon ISBN auprès des institutions concernées, et ensuite je vais choisir tout simplement sur quelle plateforme je vais diffuser mon livre. Pour ça, on a différentes plateformes de distribution en ligne qui existent, que ce soit Lulu, Amazon ou Book on Demand, qui sont en fait différentes plateformes dans lesquelles vous postez simplement le manuscrit de votre livre avec son ISBN ou sans. La plateforme en question se charge pour vous de fournir l'ISBN manquant et elle diffuse le livre sur sa plateforme. Si une personne l'achète, la plateforme prendra un pourcentage, mais prendra aussi en charge la publication, l'édition et l'impression du livre à la demande.
Le gros intérêt de l'auto-édition, c'est que finalement, on n'a pas à créer une entreprise quelconque, on a juste à publier des livres, et les revenus sont de l'ordre de 90 à 100% du prix de vente en fonction de la plateforme sur laquelle vous diffusez. Pour faire simple, si vous avez un blog sur lequel vous pouvez diffuser vos fichiers e-pub de livres, bah, le blog étant à votre nom, c'est vous qui le payez, vous avez 100% des revenus si vous décidez de faire payer les gens sur la plateforme pour acheter votre livre. En voilà en tout cas toutes les solutions qui existent aujourd'hui pour diffuser un livre. Vous pouvez le faire encore une fois toujours gratuitement en Common Creative, ça n'est pas impacté, puisque de toute manière, à partir du moment où vous écrivez, vous êtes soumis au droit d'auteur qui est inaliénable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous écrivez un texte et que vous le diffusez, c'est à votre nom et personne ne peut le modifier, à part si vous signez des chartes de conditions générales de site qui vous prennent ces droits. Pour finir, nous allons voir un petit peu la face cachée de la littérature, tous ces types d'acteurs du monde littéraire qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas souvent. En fait, on parle souvent des auteurs, on ne parle pas de tous ceux qui travaillent finalement avec l'auteur au fur et à mesure de la rédaction. Donc, le premier de ces acteurs dont on ne parle quasiment jamais, c'est le nègre. Alors le nègre, c'est un terme qui est péjoratif même dans l'édition. C'est tout simplement pour dire que c'est des auteurs qui vont écrire un livre pour quelqu'un d'autre. Ils vont faire tout le travail, et c'est simplement quelqu'un d'autre qui sera chargé de signer le bouquin et dire « c'est moi qui l'ai écrit », qui en fera la promotion, etc. Vous voyez par exemple ça assez régulièrement avec des sportifs qui écrivent un livre ou des politiques. Pour les nègres, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a 2 films qui traitent du sujet. C'est Mensonge et Trahison et Plus et si affinité avec l'acteur qu'on a sur la photo. Et Ghost Rider avec Edward McGregor. Et ouais, vous avez également les rédacteurs qui vont... J'avais dit Rider, Ghost Rider, c'est... Ghost Rider. S'il te plaît. Merci Julien. Merci, ça a choqué tout le monde. Et vous avez également un métier qui est relativement peu connu, qui est le métier de rédacteur, qu'on voit plus principalement dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'entreprise, qui vont écrire des sections de votre livre, qui vont pouvoir écrire les résumés, qui vont pouvoir faire le synopsis de votre livre, par exemple, aussi. Dans le cas imaginons que je veux écrire un livre de science-fiction, j'ai besoin d'éléments pour vulgariser un petit peu les technologies que je vais intégrer dans mon livre. Je vais faire potentiellement appel à un rédacteur pour me préparer toute cette vulgarisation et les mots-clés que je vais pouvoir utiliser dans mon livre. Autre métier que l'on oublie régulièrement, mais qui est pourtant essentiel, c'est les correcteurs. Tous ces gens qui vont pouvoir corriger vos fautes d'orthographe, qui vont pouvoir reprendre certaines phrases qui n'ont pas de sens, qui arrivent assez souvent, et qui vont faire en sorte que votre livre soit présentable, quoi qu'il arrive, à des gens, à des éditeurs. Dans les faits, c'est ce que M. Martin aurait bien aimé avoir, et c'est ce que Mme Orwell a certainement. Vous avez également les traducteurs. Bon, c'est assez simple, hein. Vous voulez diffuser votre livre à l'étranger, il vaut mieux qu'il soit dans la langue qui correspond. Il y a aussi un autre avantage, effectivement, avec les traducteurs, c'est qu'eux vont pouvoir potentiellement respecter le style de votre livre, ce qui n'est pas forcément facile quand ce n'est pas votre langue d'origine. Et ceux qui défont la réputation de votre livre, ce sont en général les critiques. Pour ça, vous voyez régulièrement des critiques dans des magazines, spécialisés ou non, de personnes, professionnels littéraires, qui vont donner leur avis professionnel sur le livre. Et évidemment, ça impacte énormément votre vente. Si jamais vous avez une très mauvaise critique dans un magazine reconnu, vous allez avoir du mal à vendre votre livre. A l'inverse, une très bonne critique dans le même magazine et vos ventes décollent. Et du coup, le dernier acteur qui n'est pas des moindres, le saint graal de l'auteur assez régulièrement, c'est les prix littéraires. Beaucoup de gens connaissent le Goncourt, ou le Renaudot, ou le prix Médicis, qui sont des prix prestigieux qui en général lancent totalement la carrière de certains auteurs, ou finissent de la lancer, et font en sorte que, quoi qu'il arrive, vos livres, vous les vendrez, vous serez les premiers vendus. Qui n'a jamais vu un Goncourt en tête de gondole dans sa librairie ou dans son magasin, dans sa grande surface? Ils font en général tout le travail pour vous vendre. Petite question, qui est-ce qui a déjà lu un prix Goncourt ici, en termes de livres? Ok, ça fait 3 personnes sur à peu près une quinzaine. Dans les faits, il faut bien se rendre compte pourquoi c'est aussi important ces prix, c'est qu'il y a des lecteurs qui ne lisent que les prix. Et quand vous passez dans les grandes surfaces entre septembre et décembre, eh bien la majorité des livres qui sont en tête d'affiche sont des livres avec des petits bandeaux de plusieurs couleurs différentes, qui correspondent tous à des prix, parce qu'il y a environ des centaines de prix en France. Et pour conclure, on va essayer de reprendre un petit peu, refaire le déroulé, pour bien comprendre comment on passe finalement d'une idée à la diffusion.
La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a chacun a sa méthode et chacun a sa diffusion. Il n'y a pas de règle prédéfinie sur comment est-ce qu'on fait ça. Et ce chose qu'on peut vous dire, c'est que, un peu comme toute création artistique, il y a différentes étapes. C'est celle qu'on a essayé de vous présenter à travers les différentes histoires. La première étape, avant toute chose, c'est la préparation. C'est comprendre ce que vous voulez faire avec votre idée. Allez, comme on l'a dit, l'affiner, la préparer et autres. L'étape suivante, c'est la réalisation. C'est le moment où vous allez, à partir de votre préparation, commencer à rédiger et à faire un manuscrit, relire votre manuscrit, réitérer plusieurs fois pour obtenir le bon mot ou la bonne phrase pour expliquer votre histoire. L'étape suivante, c'est la finalisation. C'est le moment où, ça y est, le livre est corrigé, il est juste, et maintenant il va falloir essayer de l'enrober, lui donner un résumé, lui donner une image, une illustration et autres. Et enfin vient l'étape de la diffusion. Cet instant où vous allez chercher à déterminer où est-ce que vous allez publier et comment vous allez publier. Comme on l'a vu, soit vous pouvez le publier librement au gré du vent en étant auto-édité, soit vous pouvez le publier en passant par une maison d'édition, et là vous êtes confronté à l'obligation, en quelque sorte, d'avoir suivi les étapes précédentes pour être sûr que la maison d'édition regarde votre livre. Donc, merci beaucoup pour votre attention, merci tout encore à LAO de nous avoir hébergés. Et du coup, si jamais vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Alors, on a Christophe Meyer sur Internet qui nous demande comment ça se passe la relation de confiance au niveau de la traduction. Parce que j'imagine que ça doit être assez complexe de faire traduire son bouquin sans avoir moyen de vérifier en fait. Alors en général, la traduction se fait par contrat dans tous les cas. C'est quelqu'un que vous allez engager, et du coup qui s'engage à ne pas parler de votre bouquin, qui s'engage à une grande confidentialité, qui, quoi qu'il arrive, ne devra jamais dévoiler l'histoire, ne jamais essayer de... Enfin, il y aura vraiment beaucoup d'obligations. C'est vraiment un contrat très strict. Moi, je pense que c'était pas vraiment ça la question. C'était plutôt j'ai pas compris. c'est pour le contenu, parce que la traduction, tu as forcément un peu de perte de sens et aussi un bagage culturel à véhiculer. Comment, je pense que ce que je m'avais demandé, c'était de quelle manière tu peux t'assurer que finalement le traducteur qui va traduire ton bouquin traduira tout le sens que toi tu as voulu donner à l'œuvre. C'est assez difficile à déterminer. En général, c'est fixé dans le contrat, on doit respecter certains points, etc. Mais c'est... Est-ce qu'il y a des traducteurs qui sont renommés comme pour tous les métiers, c'est la réputation, il faut connaître le milieu, etc. Enfin, c'est pas toujours facile à déterminer non plus. C'est ça. Sachant que le traducteur, finalement, quand il fait sa traduction, agit un peu comme l'auteur. C'est-à-dire qu'il fait des cycles courts, il fait relire sa traduction au fur et à mesure de façon à ce qu'il y ait celle-ci pour bien s'assurer qu'il respecte le style. Après, au bout de 3 ou 4 ou 5 ou 10 chapitres, une fois que l'auteur est assuré que le style est respecté, le traducteur peut continuer sur sa lancée. Mais il y a une forme de calage finalement entre l'auteur et le traducteur, et c'est pour ça qu'il y a un contrat, c'est que ça engage les deux personnes à trouver la meilleure traduction possible pour son livre. Est-ce que vous écrivez vous-même des livres? Alors moi non. Personnellement, je suis plus dans la petite nouvelle ou la petite chronique. Par contre, oui, il écrit, je ne peux pas le dire. Moi, du coup, ça fait 10 ans que j'écris, que j'essaie d'écrire un gros roman. Il est un peu trop gros, justement. Parce que, justement, j'avais pas fait cette étape de préparation. Je m'étais lancé dans l'écriture. J'ai écrit 1200 pages, au final. Et qui sont pas très cohérents, on va dire. Et voilà, du coup, là, je reprends, par exemple, mon livre à zéro en le repréparant. En faisant encore le temps. Il y a Jérémy Perret qui demande si Twilight a été primé. La consécration de Twilight, en plus, c'est un livre qui a eu un succès commercial, qui en plus a été adapté en film et qui a eu encore un autre succès commercial derrière. Donc, je ne sais pas si ça a été primé en France en tout cas, mais. Sinon, Christophe a une autre question. Est-ce qu'il existe des plateformes en ligne pour aider à préparer les livres et à les publier? Alors, aujourd'hui, pour faire toutes les étapes de préparation dont on a parlé, pas vraiment. Vous avez en fait vous avez des outils, des logiciels qui existent, notamment Scrivener, qui vous permet effectivement de rentrer dans cette phase de préparation où vous allez pouvoir définir vos fiches et autres. Mais une plateforme en ligne qui vous permet de le faire, non.
Aujourd'hui, vous allez avoir des plateformes qui vous permettent d'écrire directement, de passer un peu comme Monsieur Martin, c'est écrire directement son texte et ensuite le diffuser. Mais l'étape qui vous permettrait, en quelque sorte, de valider la cohérence ou le style de votre histoire, eh bien, ne sont pas pris en compte, en fait. C'est à vous de faire ce travail-là en dehors de la plateforme, préparé en amont avec vos feuilles, vos fiches, comme le font la majorité des auteurs aujourd'hui, en fait, avant de pouvoir passer à la phase de rédaction. Dans les conseils à M. Martin, suite au refus de toutes les maisons d'édition, il y avait marqué persévérer et Échanger. Est-ce qu'on peut, c'est pas une option aussi de lui suggérer de faire des textes plus courts et des parutions, même s'il n'a pas envie? Alors, je pense que d'arriver à faire quelque chose qui soit publiable, même plus court dans un premier temps, en intermédiaire, et se relancer dans un truc plus gros après. La vérité, c'est que ce conseil-là, ça va dépendre de M. Martin. Bon, tout simplement parce que ça reste au moment où on passe à auteur, on devient en quelque sorte artiste. Donc on crée un livre, on crée une chose, on crée une œuvre. Et finalement, s'entendre dire qu'il vaudrait mieux casser son écrit, oublier ce qu'on avait imaginé et le redécouper pour en faire de petites histoires, c'est clairement le conseil le plus logique que donnons les maisons d'édition, en définitive, si elles voient un vrai talent dans l'auteur. Mais c'est potentiellement pas ce que veut entendre M. Martin. Lui, il avait, comme je le disais au départ, une idée géniale, et il va se tirer les cheveux et perdre tous ses cheveux à la fin s'il le faut, pour avoir finalement le livre qui correspond à l'idée qui s'est faite. Donc, persévérer, c'est un peu dans ce sens-là, c'est se dire, il n'y a pas vraiment de voix, il pourrait très bien, s'il veut l'entendre, il redécoupera et il fera des histoires plus courtes. C'est pas vraiment redécouper son histoire à lui, mais mettre de côté son histoire en la gardant en tête pour la publier genre 1 an après, et en attendant, essayer d'intervenir sur des sites ou sur des histoires plus courtes où il pourrait entraîner son style. Ça sera un excellent conseil qu'on pourrait lui donner. Mais au final, ça reviendra à persévérer dans l'écriture, en fait, persévérer dans l'apprentissage. Soit il accepte l'idée qu'il n'est pas prêt pour faire un roman, auquel cas il va s'entraîner, ce serait une très bonne chose pour lui. Soit il n'est pas prêt à l'entendre, et auquel cas il va juste réécrire jusqu'à ce qu'il ait appris. Il y a des auteurs qui ont fait ça pendant des années, qui ont finalement réellement abouti. Prenez un exemple d'ailleurs. 50 nuances de gris est une auteure qui a commencé son roman toute seule chez elle. Elle a voulu le faire éditer par une maison d'édition, elle s'est fait jeter par toutes les maisons d'édition américaines, et au final, elle a décidé de le publier via Amazon. Ça a été un succès. Pourquoi? Parce que les critiques sont tombées dessus et que les blogs ont commencé à en parler dans tous les sens. Elle a eu énormément de ventes qui ont été générées, et seulement à partir de ce moment-là, quand son livre est devenu bankable, une maison d'édition est revenue à taper à la porte en disant « On aime bien votre livre, on aimerait bien le diffuser dans les librairies. » Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Des fois, il faut persévérer parce qu'on a vraiment eu la bonne idée. Des fois, il faut abandonner parce que notre idée est vraiment hachée. C'est pour ça que la persévérance, ça s'accompagne de l'échange, en fait. C'est qu'au fur et à mesure dès qu'on a une idée, il ne faut pas la garder dans son coin et en faire un secret de polichinelle. Là-bas, c'est mon bébé, je ne le saurai jamais. Il faut tout de suite l'échanger et le partager. Donc, ça peut participer aussi à aller poster sur un site une bout de son histoire ou une bout d'une histoire ressemblante pour voir s'il y a un intérêt. Le but du jeu, c'est de savoir est-ce qu'on a une bonne idée ou pas, en fait, tout simplement. Question technique, là tu reparles d'Amazon, vous avez dit dans l'autopublication, tu publies sur Amazon un manuscrit et ils prennent que 10% pour à la fois éditer un manuscrit à la demande et ils prennent que 10%. Alors en fait, quand tu publies sur Amazon en auto-édition, ils prennent qu'une petite part, donc qui est assez faible, je sais plus si c'est 10 ou 15%, mais voilà, qui est assez basse. Et si jamais tu veux une version papier, que eux peuvent imprimer, ils vont passer par un prestataire, mais du coup, toi, tu vas devoir adapter le prix de ton livre. Parce que toi, tu vas devoir payer cette impression. Quand vous parliez de 10%, c'est sur un format numérique, en fait. C'est ça. Voilà. D'accord. Pour revenir à ta réponse à la question de Julien, il y a des endroits pour partager ces idées qui sont faits pour justement discuter. Parce que souvent, c'est le problème, c'est avec qui tu discutes, quoi. À l'heure actuelle, c'est surtout on trouve beaucoup de groupes d'écriture, de forums, de petites plateformes, de petits groupes qui se forment partout sur Internet. Il y a un réseau social des auteurs qui s'est lancé il n'y a pas longtemps aussi dans cette éducation-là. La plupart des sites consacrés à ça sont américains, il y en a énormément pour ça. Il y a des plus ou moins grosses plateformes, il y a Scribophile par exemple, qui est une grande plateforme qui regroupe plein d'auteurs, où il y a, tout le monde se donne des avis, tout le monde partage, tout le monde échange. C'est super pour ça, mais c'est tout en anglais. Voilà. L'autre solution, c'est potentiellement de participer à un concours d'écriture. Dans ce cadre-là, on a le NaNoWriMo qui a lieu tous les ans et qui challenge les auteurs à écrire leur roman en un mois. Donc, un roman minimum de 50 000 mots, c'est à peu près 200 pages. Quoi.
Donc dans le cas de M. Martin, ça aurait pu être une option de dire bah, il se met un vrai challenge plutôt que d'écrire ça en un an. Il prépare vraiment à fond son bouquin et en un mois, il le pond en raison de 2400. C'est quoi? C'est 2400 mots par jour? C'est 1600 mots par jour. 1600 mots par jour. Souvent, on entend parler best-seller, etc. À partir de combien d'exemplaires vendus on peut considérer un auteur un succès? Grosso modo, Alors ça dépend par exemple, certaines maisons d'édition vont considérer qu'au-delà de 100 ventes, c'est un auteur à succès pour eux. Donc tu vois, c'est assez... Ça dépend de la maison d'édition. Best-seller, ça fait 100 millions, donc c'est pas du tout la même échelle. du coup, c'est vraiment arbitraire. Voilà. C'est ça, ça va dépendre des critiques qui vont dire qui vont dire que ce livre est génial, mais que le livre sera vendu très quantité. Et 50 nuances de gris, par exemple, bah, c'est un best-seller, mais c'est devenu vraiment à contre-cœur en quelque part vis-à-vis des critiques. Moi, je m'interroge du coup sur le devenir des maisons d'édition. On se dit, avec la percée du numérique et le fait qu'elles soient du coup mieux, vous avez dit combien? Un 1000 bon millier, 1200 par Ouais. En France, juste en France. Vous avez étudié un peu le... Bah, en Les fait, maisons d'édition, elles n'ont pas spécialement, elles, de soucis à se faire. Les gens continuent à acheter en format papier. Ça, c'est pas leur souci principal. parce que, au final, si je pose la question ici dans la salle, combien lisent en numérique? Avec une tablette ou autre. Combien lisent en papier? Donc les maisons d'édition, a priori, ont encore de l'avenir devant elles. Et si ce n'est pas les maisons d'édition, c'est les imprimeurs et toutes les personnes qui travaillent sur la finalisation. Je pense que la maison d'édition va totalement pas disparaître, justement parce qu'elle sert un peu d'intermédiaire entre l'auteur et tout le milieu littéraire qui permet de faire sortir l'auteur de son trou et le faire apparaître au grand public. Et une même maison... Non, un livre peut être publié aussi par plusieurs maisons d'édition. Mais après, c'est des histoires Comment ça de se passe dans licence, des choses comme ça. l'auteur, comment il gère ça, du coup, il doit payer... Un auteur, par exemple, qui est publié dans une maison d'édition, je vais rester sur des maisons d'édition que je connais à peu près. Par exemple, Brajlon, il a publié son livre chez Brajlon. Au bout d'un moment, les droits, ils sont libérés, entre guillemets, et par exemple, il peut le publier dans un format en poche. Et du coup, ton livre, il est publié à 2 endroits. Quelqu'un il fait une nouvelle édition de son propre roman, donc il obtient un nouveau ISBN et il recommence, tout simplement. Et pour l'auteur lui-même, ça peut être parfaitement transparent. Ça peut être par exemple Brajlon, comme maison d'édition, qui vend les droits à une autre maison d'édition. Ouais. C'est On très... n'est pas impacté par le prix derrière. Moi, j'avais une petite question sur les... vous avez donné beaucoup de pourcentage des différentes méthodes de publication, mais j'imagine qu'il y a une valeur qu'on n'a pas vue, c'est que entre gagner 10% de ce que arrive à vendre une maison d'édition classique et 90% de ventes sur Amazon, il doit quand même y avoir aussi la quantité, enfin Voilà. l'impact qu'il y a derrière, ça doit jouer un peu aussi quand même. Le but d'être dans une maison d'édition, c'est qu'elle va te publier de manière très large. Tu pourras atteindre énormément de librairies. Si jamais tu es publié chez Gallimard, l'une des plus grosses maisons d'édition en France, c'est simple, tu t'es assuré d'être dans toutes les librairies. Déjà, c'est un avantage assez conséquent par rapport à être juste sur Amazon. Ça joue un peu aussi sur Voilà. ce que représente 1% d'une maison d'édition, c'est quand même pas la même chose qu'un C'est ça. d'une autopublication, j'imagine quand même. Ouais, puis c'est peut-être des événements en plus, des signatures, des Exactement. radios. C'est la prise en charge de la maison d'édition pour faire que ton livre soit vendable. C'est ça. S'il te laisse si peu de pourcentage, mais qu'il y a quand même une Un très gros forte travail. demande et Oui, très peu il se d'offres, charge c'est quand même d'énormément de choses, très justement. intéressant. C'est un énorme travail. Il y a aussi une question de valeur personnelle en disant, même si, enfin, je pense qu'il y a une satisfaction d'être publié par un grand éditeur, même si au final, en creusant un peu, il aurait pu s'apercevoir qu'en publiant chez un éditeur moins connu, il aurait touché plus, C'est ça. peut-être aussi. C'est pour ça que la diffusion, c'est vraiment une sport de jungle. Il faut se poser les bonnes questions, il ne faut pas hésiter à aller interroger plein de maisons d'édition pour savoir laquelle va correspondre le mieux au livre qu'on veut effectivement publier. Est-ce que, comme dans le monde de la musique, certaines maisons d'édition font que du coup l'auteur perd ses droits d'auteur, Oui. cède ses droits d'auteur? Oui. Il y en a qui te proposent, quand tu poses ton manuscrit, ils disent bah, nous, on veut bien le publier. Par contre, vous cédez tous les droits dessus. On vous donne un chèque Et c'est fini. et c'est tout ce que vous aurez. par rapport à cela. C'est des choses qui Tu existent. gardes tes droits patrimoniaux. Tu le cèdes tes droits patrimoniaux, mais tu gardes tes droits d'auteur. Tu gardes les droits d'auteur, ça reste toi qui l'as écrit, mais simplement tu renonces aux royalties, par exemple. Ouais, tu renonces à l'exploitation. Donc, tout ce qui est lié à la vente, etc. T'as le droit de leur dire un jour, je veux plus que vous touchiez à moi. Mais du coup, par Par contre, exemple, je peux pas leur dans dire. certains contrats, c'est prévu le côté
vous ne pouvez pas le réclamer avant une certaine période, avant 10 ans par exemple. C'est ça. Un cas concret, c'est justement l'un des auteurs anonymes, les fameux nègres en l'occurrence. C'est exactement ça, c'est ils écrivent un bouquin et ils cèdent leur droit d'auteur. Ouais. Parce qu'ils laissent signer en fait quelqu'un d'autre à leur place. Ouais, j'avoue, c'est encore plus. C'est coriace. En général, c'est des gens qui travaillent pour les maisons d'édition et qui sont des auteurs qui n'ont pas forcément d'idées ou qui ont un livre en parallèle ou des Des choses mauvais comme ça. auteurs. Non, pas forcément, Faut pas dire justement, ça. loin de là. Tu en as certainement déjà lu. Vu la difficulté de visiblement de publier un truc aussi, ça peut être une solution pour arriver à en vivre en Voilà, attendant. ça te permet de vivre de ta plume et puis puis c'est pas, en attendant, c'est pas grave, tu peux te concentrer sur ton bouquin à toi à côté. Mais tu continues à écrire, tu t'entraînes, après tu écris des livres comme tu veux, quoi, c'est pas un souci. Mais ça peut peut-être permettre aussi à un auteur nègre de se faire un nom dans la maison d'édition pour laquelle il travaille et du coup de proposer son propre livre. Exactement. Et à l'inverse aussi, quelqu'un qui aura publié, demandé à une maison d'édition d'être publié, sera peut-être tagué nègre possible, entre guillemets, par la maison d'édition. Ça ou pas. peut également arriver. Oui, mais on peut vous proposer d'écrire le livre de quelqu'un d'autre. Mais votre livre, votre idée de base n'était pas géniale, mais par contre la réalisation est super. Du coup, on peut peut-être vous proposer autre chose. Ça arrive. En fait, tu peux vraiment avoir tous les cas possibles. Se retrouver nègre, c'est pas forcément un mal, mais c'est pas forcément ce qu'on attend non plus. De ton côté. Est-ce que comme dans d'autres univers où le numérique est arrivé en force, ça a permis la réalisation de manière plus facile, je pense notamment à la musique, à la vidéo et les films, il y a de plus en plus une recrudescence en fait, de propositions aux maisons d'édition, parce que finalement, faire de la musique, faire de la vidéo, souvent tu as accès à la joie de l'informatique qui, je pense, CTRL-Z par exemple, permet d'annuler, de refaire et tout ça. L'écriture, même si tu as un ordinateur et que tu tapes sur un clavier, l'outil ne permet quand même pas de passer d'un monde où, du stylo où tu es obligé de faire des ratures à un truc qui te permet de faciliter la production. Parce qu'il y a une reconnaissance, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui proposent Ce qui a surtout été fait, c'est le côté échange, justement, qui est beaucoup plus présent. Il y a beaucoup plus de forums, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui échangent sur des idées d'écrit qu'ils ont eues, des choses comme ça. Et qui, du coup, ça va créer des vocations comme ça, beaucoup plus facilement que simplement des gens qui écrivent entre eux, qui font un petit atelier à 5 ou 6. Ça se diffuse moins vite, quoi. Donc, l'arrivée du numérique était encore récente. La seule chose qui a vraiment changé par rapport aux personnes qui veulent écrire un livre, c'est qu'avant, elles écrivaient au crayon papier sur une feuille, maintenant, elles écrivent sur leur portable. Mais au final, le numérique a ne fait que prendre en compte, rattraper, changer juste les habitudes de création. Il y a toujours eu autant de créateurs et c'est vraiment une tradition française. C'est pour ça qu'on parlait, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un Français sur 6. Donc là, on est à peu près 12, et là, potentiellement, il y a 2 autres. Bon, du coup, mais c'est une réalité. Donc, on peut pas vraiment imaginer que le numérique et les évolutions technologiques aient vraiment changé l'envie créative, justement, de raconter une histoire. Parce que, comme on le disait au départ, c'est un truc qu'on fait depuis la nuit des temps, c'est ce qui nous a potentiellement fait sortir des cavernes. Donc, du coup, si on suit vos étapes de réalisation, ce que vous avez présenté, en gros, je vais voir ma maison d'édition quand j'ai un manuscrit qui est plus ou moins finalisé, qui présente plus ou moins bien. Est-ce que ça se fait quand même de genre, allez, je vais pondre 5-6 articles et je vais essayer de les teaser en envoyant ça? Est-ce que ça se fait ou est-ce que c'est juste ça peut se faire, mais ça fait partie des 280. Donc ça, c'est les 279, c'est ça? Disons que tu peux arriver avec un projet de livre et leur présenter ça. Ça a très peu de chances d'accrocher, mais chez certains, ça peut marcher. Se dire, allez, je leur prends 5 articles et vont sponsoriser la suite. En général, ce qu'une maison d'édition va te dire, c'est finissez votre livre et on en reparle. D'accord. Et on s'arrêter à ça la plupart du temps. Il y en a certains qui qui vont dire oui, ça c'est si en plus on finalisez-le vite et on en reparle. Là, déjà, tu sens qu'ils sont approchés. Il n'y a que des petites différences là-dedans. Mais ça sert pas à grand chose de l'utiliser. C'est pas forcément le plus efficace. Potentiellement, ils vont te suivre, éventuellement, ils vont te donner un ou deux conseils si tu les as bien accrochés. Ouais. Mais c'est. Je pense que quand on est là, c'est que. Donc, voilà, autant écrire tout le livre. Un excellent teasing serait avant même d'avoir fini son livre, d'arriver à faire son synopsis. C'est-à-dire dire qu'est-ce qui se passe dans le livre du début à la fin, avec un micro-résumé, auquel cas, la maison d'édition pourrait se baser sur ce synopsis pour dire ouais, ton livre a l'air intéressant, envoyez-le quand vous avez fini, effectivement. Ça, c'est la bonne astuce, le synopsis, c'est le truc que personne ne fait jamais, mais que la maison d'édition. Les maisons d'édition, il y en a beaucoup qui le demandent clairement, qui disent mettez-moi toute la trame de votre livre et donnez-moi les intentions derrière. Après, éventuellement, je lirai votre livre. D'accord. Il y en a certaines qui font ça.
Ouais. Pour les scénarios de films, par exemple, c'est pas quand t'arrives et que t'as déjà ça, c'est un vrai bonus ou c'est juste. C'est un vrai bonus. C'est un bonus, c'était un bouquin de 600 pages. Ça fait plus pro, quoi. Ça fait plus pro, et puis le contenu que la maison d'édition va accorder un temps limité à chaque manuscrit, le fait d'avoir une fiche qui le résume très rapidement fait qu'elle va avoir plus ou moins envie de lire le manuscrit en entier. Entre lire une dizaine de pages et un maximum, hein, un synopsis en général c'est 1, 2, voire 3 pages. Ouais. Entre ça et le livre de 600 pages. Ah, mais est-ce qu'ils lisent vraiment le bouquin? Enfin, genre, on a un peu le mythe de je vais lire les 3 premières lignes, si ça me plaît pas, je dégage. En général, c'est le premier chapitre. Premier ou chapitre. Les 10 premières pages, ou les 3 premières pages pour ceux qui sont plus pressés. Mais voilà, c'est vraiment une petite quantité qu'ils vont lire. Donc il faut vraiment les accrocher au départ, effectivement. Mais c'est... Quelque part, c'est pour ça qu'on a le problème de la page blanche. C'est qu'on sait d'office que ça c'est la première page, c'est les premières pages où il y a la pression, en fait. C'est ça. En gros, ils sont pas trop chiés, quoi. Ouais, mais sur 280. Attends, 280, t'imagines. Tu passes 5 minutes par bouquin, t'as fait ta semaine. Et surtout qu'il y a un investissement en plus de la maison d'édition, elle ne peut pas investir sur un livre qui ne va pas se vendre du tout, en fait. Donc, elle doit donc il est un pari, en fait. 3 pages, oui, c'est ça, c'est un vrai pari même. Tu veux lire 3 pages et décider que ton bouquin il est publiable ou pas. Oui, mais du coup, c'est ce que vont faire les lecteurs. Tu vas dans une librairie, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est ils lisent le début. Si ça leur plaît, ils le prennent, sinon ça leur mais voir pire, en général, t'es influencé justement parce qu'il est... La première couverture, la quatrième. Donc si eux, déjà, à la base, ils ont eu un jugement faussé ou rapide, toi, tu vas t'appuyer sur la couverture, déjà, vous le disiez, et sur le jugement de la maison d'édition, parce qu'elle te le met en avant. Si la maison d'édition a 800 pages, elle te le vend comme le bouquin de l'année. En général, quand elles vendent le livre, elles l'ont déjà bien lu, décortiqué, analysé, fait relire, etc. Corrigé. Ça, c'est avant d'accepter. Est-ce que vous parlez d'échanges chez les auteurs qui sont professionnels, qui vont faire échanger régulièrement avec une sorte d'équipe autour d'eux? On peut imaginer un auteur à succès dont les livres sont attendus. J'imagine notamment J.K. Rowling, qui avait des problèmes de sécurité à l'époque sur Harry Potter. Est-ce qu'il y a toujours un échange comme ça par mail? Hey, tiens, je t'envoie un mail avec un résumé de mon livre, mais tout le monde peut l'intercepter, tout le monde peut le Ça peut être avec l'éditeur, justement. Ouais, et du coup, l'éditeur, il peut avoir plusieurs personnes. Je pense que l'éditeur J.K. Rowling, il devait y avoir plusieurs personnes pour la suivre. Ouais, il va y avoir plusieurs personnes qui devaient être aux petits soins pour elle-même, je pense. Voilà, c'est très très variable, mais en général, pour cette histoire de secret, pour une suite, ça peut très bien être géré par des auteurs au sein de la même maison d'édition. Ça peut être des vrais gens vraiment très proches, des gens de confiance en tout cas. C'est toujours tout imaginer, quoi. On n'est effectivement jamais à l'abri d'une suite. Mais encore une fois, quand c'est ton premier livre ou ton 10e, ça dépend en fait de la popularité et de l'attente qu'il y a autour du livre. En fait, le risque est plus ou moins grand, tout simplement. Ok. On a répondu à tout. Merci. Bah ouais. Bah, merci. Bon, du coup, la question bonus, la fameuse, est-ce que vous voulez voir quelqu'un pour un prochain Hello Talk? Alors du coup, on y a un peu réfléchi et on pensait à Pierre et Jonathan qui travaillent actuellement sur une application mobile pour une application mobile qui va faire pour les malvoyants et les non-voyants, qui leur permettrait d'avoir un guide interactif qui vous permettrait de visiter les lieux avec une personne qui vous décrit les lieux au fur et à mesure. Et c'est une application sur laquelle ils sont en train de travailler en mode startup, pour lequel ils participent aussi au concours Lyon Startup, et que moi j'aimerais bien les voir présenter un petit peu devant tout le monde. Ok, eh ben, on leur en parlera, vous leur en parlerez de notre part à la limite. Nous, pour les Lao Talk, alors on fait 2 semaines de pause, parce que c'est les vacances de Noël, et puis enfin, outre les vacances, c'est surtout les 2 jours fériés, donc voilà. Peut-être que si on trouve une petite idée intéressante, on devrait arriver à faire un épisode bonus en mode rigolo, on va se faire plaisir. Et sinon, du coup, ça reprendra donc le 8 janvier. Et d'ici là, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis des bisous, parce que voilà. Allez, ciao, ciao. Bonne fête. Bonne fête à vous.